ici un commercial de l'équipe Cloudnor. C'est mon premier talk en public, voilà, donc j'espère que vous allez apprendre des petits trucs avec moi. Donc je vais vous parler d'OpenTelemetry en production, c'est surtout un retour d'expérience. J'espère que ça va vous aider. Tout d'abord, je vais me présenter, donc je suis Maxime Chevalier, je suis staff engineer à AXA France, à Wascal, à d'ici. Je suis également enseignant vacataire à l'université de Lille, où j'enseigne du Spring Boot essentiellement. Je suis pas mal coloré Java backend, voilà. Je suis le core maintainer de la stack Spring de notre société. Je suis passé à Kubernetes il y a quelques années maintenant et bon, j'adore ça. Et aujourd'hui, on va parler de Road to OpenTelemetry. J'ai eu beaucoup de talks sur la théorie, la pratique d'OpenTelemetry, mais pas forcément des retours d'expérience. Donc je trouvais ça intéressant de partager notre retour d'expérience. Donc on a fait le choix de partir sur OpenTelemetry. C'est en prod depuis 2 semaines, chez nous en tout cas. Donc voilà, je vais vous présenter d'où on est parti, comment on est arrivé là, et des petits tips finalement, ce que vous pouvez récupérer chez vous si vous voulez faire de l'OpenTelemetry. Donc dans un premier temps, AXA France, c'est l'observabilité. Donc on avait pas mal de solutions différentes. Je pense que vous allez reconnaître quelques logos. Donc je dis une trace à peut-être. Je vais revenir un peu sur chacun d'entre eux, vous expliquer un peu pourquoi ça ne nous suffisait pas et vers quoi on est parti par la suite. Le premier, je pense que vous connaissez Dynatrace. Ils ont leur petite réputation, je sais pas qu'il y a personne qui travaille sur Dynatrace ici, mais voilà, c'est assez gourmand en ressources, même si c'est un outil très puissant. La petite réputation, c'est voilà, le genre est assez intrusif, ça prend pas mal de ressources sur vos pods, je parlais essentiellement en Kubernetes d'ailleurs. Et il y avait une petite particularité chez nous, chez AXA France, on a des SA dits critiques ou des SA majeurs. En gros, c'est des systèmes critiques, que ce soit au niveau business ou visualisation. Uniquement ces SA, justement ces SA critiques avaient le droit d'aller publier leurs métriques traces et logs sur Dynatrace. Donc là, ça restreignait pas mal le parc applicatif, il y avait pas mal de petites applications qui n'avaient pas le droit de publier sur Dynatrace. Donc forcément, ça restreignait l'utilisation de cet outil largement. Et c'était même pas ouvert forcément à tout le monde. Donc ça, c'était un premier. Un second, Vigie, vous avez mis petit logo. Donc ça, c'est une solution interne qui était maintenue chez nous directement. C'est une solution assez vieille, je pense, ça fait longtemps qu'elle est en place. C'est du Java pur, c'est basé sur de la configuration XML, pour ceux qui aiment bien le XML. Je viens un mode scrap finalement, on va dire. Je vous ai mis un petit screen de à quoi ça ressemblait. Donc on pouvait créer des dashboards sur des périmètres applicatifs, on mettait un peu ce qu'on voulait dedans, et le plus important finalement, ce qu'on voit là, c'est au niveau des services, on avait un petit endpoint, un else, une sorte de probes, et on listait comme ça l'ensemble des applications qu'on avait sur notre périmètre, et ça permettait uniquement de voir voilà, si votre application était up ou pas. Donc, je laisse considérer que c'est un peu limitant sur l'utilisation, même si ça avait quand même ses avantages, et vu que si l'application historique c'était pas mal utilisé, et ça rendait pas mal de services. Au niveau de la DSI, on a eu un petit mouvement multi-cloud, on est passé sur Azure dans un premier temps. Et l'outil de monitoring par défaut sur Azure, du coup, c'était App Insight. Ça nous allait très bien parce qu'on avait à la fois la partie applicative et tous les assets de stockage, SQL, blob storage, tout ce que vous voulez, qui étaient provisionnés sur Azure aussi. Et forcément, comme c'est un outil MS pour MS, App Insight était ultra intégré avec tous ces assets. Et on pouvait avoir un bout en bout très facilement. Et en plus, un petit avantage, alors même si c'est quand même Wonderlock, sur la partie Java, du coup, comme je l'ai dit, je parle essentiellement Java, on utilisait un agent fourni par Microsoft qui était un fork de l'agent OpenTelemetry. C'était quand même très coloré Microsoft, mais ça nous a permis de toucher un petit peu du doigt ce qui était OpenTelemetry et de voir un petit peu ce qui était possible de faire. Donc, on peut dire que c'est un peu la porte d'entrée vers OpenTelemetry, notre passage sur Insight, on n'a pas tout perdu par rapport à ça. Un autre outil qui d'ailleurs se rapproche pas mal de ce qu'on va partager aujourd'hui autour de OpenTelemetry. Alors ça s'appelle EOS, je vous donnerai le nom de l'archi qui a trouvé le nom, donc c'est EOS Sauron. Donc c'est pour ça que vous voyez le petit œil de Sauron, donc c'était la partie dashboard qui avait l'œil sur tout le parc applicatif de la Terre du milieu et qui voyait les logs de bout en bout. Et une partie de EOS, du coup, c'est OSIA, donc outil de suivi interapplicatif. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ces mots un peu barbares? Finalement, il y avait deux choses. Il y avait une norme, donc je vous ai mis un petit peu qu'est-ce qui était défini dans cette norme-là, c'était des RefCard qui était rédigé au niveau archi. Et ils ont défini trois headers techniques. On parlera après un peu
des équivalents OpenTelemetry. Mais voilà, ça s'appelait AXA Collection ID, AXA Feature Name et AXA Feature ID. Donc, déjà, le côté standard, vous voyez que c'est pas encore ça, mais ça avait le moyen, ça avait l'existence, voilà, ça avait existé, ça avait le bénéfice d'exister. On pouvait commencer à avoir un peu du tracing de bout en bout. C'est pareil, c'est assez ancien aussi, on a commencé à réfléchir avant qu'OpenTelemetry arrive sur le marché et soit en boucle. Par contre, ça ne faisait que du log, ça faisait que du tracing de logs. Donc, on avait des corrélations de logs. Donc vous imaginez que si une brique applicative ne loguait pas dans la chaîne, vous ne voyez pas forcément cette partie applicative, vous n'avez pas le bout en bout complet. Ça s'associe à un format de log dans lequel on va retrouver quelques notions intéressantes. Je vous ai mis le format ici là, une notion intéressante pour le Collection ID, donc ça sera notre AXA Collection ID dont je viens de vous parler. Et un applicatif code, on en reparlera un peu après à quoi ça peut correspondre, mais c'était en gros l'identifiant de l'applicatif dans cette chaîne d'appel. Et techniquement, je vous ai mis un petit schéma tout sur la droite. Vous avez toutes nos apps sur la gauche ici qui passaient par un broker Kafka. Donc tout le monde publiait sur un topic, toute la partie log. Et ensuite on avait un logstash qui envoyait ça vers un index ELK et on avait des dashboards associés. Pour la partie, pour les briques applicatives qui n'étaient pas capables de faire du Kafka, notamment on a aussi à brancher du mainframe, quand même pas mal du mainframe historiquement. On a mis en place une API à laquelle on déléguait la publication sur le topic Kafka. Et du coup avec tout ce système-là, on avait un suivi quand même un peu fin, donc je disais que sur les logs, mais pour pouvoir suivre un peu nos traces à travers tout un système. Je vous ai mis un petit exemple de dashboard qu'on utilisait chez nous. En jaune surligné, vous voyez le AXA Collection ID, donc c'était un UID, tout ce qui est le plus simple. Le applicatif code dont je vous ai parlé, donc l'identifiant des apps, vous voyez là, il y a le app1, app2, app3, donc vous avez un peu, vous savez par quelle brique vous passez dans cette transaction. Et le feature name et le feature ID, c'est les deux valeurs que vous avez sur la gauche. Donc mon feature name, en fait, ça va être le pendant fonctionnel de toute votre trace, justement, à quoi correspond cet appel, cette transaction dans votre système. Là, par exemple, on a du devis d'habitation, devis d'assurance habitation. Et associé à ça, l'ID, finalement, ça va être, imaginons sur un contrat, sur une création de contrat, vous avez la création du souscripteur, la création de la bénéficiaire. On va associer un ID spécifique à chacune des parties métiers correspondant à la transaction. Donc là, on n'a que la partie devis, donc pour ça qu'on n'a qu'un seul et unique ID. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemblait. Comme je dis encore une fois, c'est que les logs. Donc sur ce constat, pas mal d'outils. Donc Dynatrace, on ne pouvait pas déverser n'importe quel applicatif dedans. App Insights, on a fait un autre mouvement aussi. Je l'ai dit, on a fait un move to cloud sur Azure, mais après on est passé sur Kubernetes. Donc vous ne pouvez plus forcément utiliser la solution partout. Vigi, ça permet pour suivre finalement les hubs, l'équivalent des probes sur des applicatifs. Donc on était aussi limité. Et EOS, on n'avait que la partie log. Donc à partir de ce moment-là, de ce constat-là, on a de plus en plus d'applications qui allaient sur le CAS. On s'est dit peut-être que OpenTelemetry, comme je dis, on a touché du doigt avec App Insights, ça pourrait répondre à notre problème. On a commencé un POC chez nous. Comme je dis, j'ai parlé essentiellement de Kubernetes parce que c'était le premier périmètre qu'on voulait couvrir. On n'avait pas forcément de monitoring sur toute la partie applicative. Et ce qu'on a mis en place, c'est une archi en fait basée sur différents namespaces. Sur la gauche, vous allez avoir tous les namespaces applicatifs. J'en ai mis qu'un seul ici, mais vous voyez peut-être ça plus largement. On a plus de 200, je pense, actuellement chez nous. Et ensuite, on a séparé en trois finalement la partie observabilité. On aura un premier namespace qui sera un peu la brique principale, donc c'est Observability Gateway, dans lequel on va retrouver le collecteur OpenTelemetry. On va un peu revenir en détail sur l'architecture interne qu'il y a dans le namespace. Mais voilà, il fallait qu'on trouve une zone d'intermédiation accessible par tout le monde. Dans un premier temps, voilà, on s'est restreint sur la sécu à des network policy. Donc on a autorisé uniquement les namespaces AXA France à accéder à ce collecteur. Là, on travaille actuellement sur la sécurisation. Mais il fallait qu'on puisse accéder à ce collecteur partout, pour que toutes les apps déversent leurs données. La deuxième zone, c'est Observability Data. On a
provisionner en fait chacun des types de data liés à l'observabilité. Donc je ne vais pas faire un récap. Voilà, je pense que vous connaissez un peu OpenTelemetry et tout ce que ça parle. Pour la partie Metrics pure, on s'est basé sur Prometheus. Bon, c'est une brique assez standard, on l'avait déjà en interne pour monitorer nos clusters. Donc on a appliqué ça pour la partie applicative. Donc notre éditeur, pour la partie Metrics, envoyé vers du Prometheus. Pour la partie logs, on est parti sur Loki, et après tout le reste on a suivi sur la Grafana Stack. Donc c'est tous les outils fournis par Grafana. Loki pour la partie log, Tempo pour la partie trace. Ensuite, je parlais du dernier namespace à la fin. Et vous voyez peut-être aussi une petite brique en dehors de OpenShift. OpenShift, on paye sur la mémoire consommée. Donc déjà, on a déporté un peu ce stockage dans un autre outil qui nous convenait mieux. Et il faut savoir aussi qu'on est multi-région sur nos clusters OpenShift. Donc on a deux régions en parallèle. On a un actif-actif aussi. Donc pour une transaction donnée au sein de notre système, on pourrait se retrouver à avoir des appels des deux côtés. Et pour agréger tout ça, on a centralisé ça dans un blob storage sur Azure et pouvoir visualiser dans les outils voilà, une trace, que ce soit d'un cluster ou d'un autre, dans son intégrité et pas avoir des trous dans la raquette. Et le dernier namespace, c'est Observability Tools. On est resté cohérent, du coup, pareil, on est resté sur la Grafana Stack. On a installé un Grafana qui a déjà toutes les data sources dispo pour les différents stockages là, au niveau des data. Et en plus, on a aussi des dashboards un peu gratuits qui sont maintenus par la communauté et par Grafana pour pouvoir exploiter toutes ces données. Notamment, je pense qu'on a mis en place des dashboards standards pour .NET, pour Java, pour Python, les langages essentiellement qu'on a chez nous. Donc là, voilà, on a mis notre POC, on a proposé ça aux différentes communautés, aux différentes stacks techno, on a fait des tests un petit peu sur chacune des stacks. On a proposé ça aussi à la partie CAS, donc aux administrateurs côté CAS. Et maintenant, ce qu'il fallait faire, c'était finalement ouvrir à tout le monde, que ce soit les personnes côté dev, côté ops, côté peut-être projet, côté suivi de prod, et au fur et à mesure faire venir des nouvelles applications, déjà pour peut-être estimer les charges. Et ce que je vais vous expliquer après, donc on voit qu'on a essentiellement trois parties. On a tout ce qui est avant le collecteur, donc, au niveau dev. On a le collecteur en tant que tel, qui est un peu le point critique, comme je disais, et toute la partie exploitation des data, des différentes data d'observabilité. Donc je vais revenir un peu sur chacune des parties, éventuellement donner des takeouts en fait sur qu'est-ce qu'on a dû faire, qu'est-ce qu'on a rencontré comme problématique, comment on a corrigé ça, et les best practices un petit peu qu'on a mis en place chez nous. La première partie du coup, ça sera tout ce qui est avant le collecteur, donc je pense essentiellement au DevOps. Un des premiers points qu'on a taclé, entre guillemets, c'était des conventions et de la gouvernance. Je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'Ozia, d'un applicatif code. Côté OpenTelemetry, il y a un attribut qui s'appelle ServiceName, qui permet d'identifier son applicatif dans tous les systèmes finalement d'exploitation, que ce soit Metrics, Logs ou Trace. Et pour être propre, pour à la fois ne pas polluer ses copains, imaginons sur des Metrics, si on a le même service name, peut-être qu'on pourrait se retrouver à mélanger un peu des CPU, des mémoires et voilà, avoir des dashboards qui ne représentent plus rien. Ou alors sur la partie recherche, que ce soit rechercher un log pour un applicatif donné, une trace pour un applicatif donné, il faut identifier unitairement chacun de ces applicatifs. L'avantage qu'on avait nous, c'est qu'on avait déjà notre applicatif code, on a un référentiel dans lequel on va déclarer tout ce qu'on déploie sur n'importe quel, que ce soit du Cube, du SAS, du Core IT. Donc on s'est basé finalement sur ce qu'on avait déjà chez nous et on a répliqué, on a un attribut différent, c'est service name à la place de l'applicatif code. Donc ça c'est un point important. Et un deuxième point important, c'est, je vous ai mis un exemple d'ailleurs, c'est vrai, sur une garde d'environnement. Donc là, comment c'est normé chez nous, on a AFA, donc AXA France, l'identifiant du système applicatif et l'identifiant de l'application qui est déployée au sein de ce système. La deuxième chose, c'est au niveau peut-être de votre suivi de prod, ou des personnes qui suivent un petit peu les outils de monitoring, il va falloir identifier un peu qu'est-ce qui pose problème si on rencontre une erreur dans nos dashboards ou dans nos outils d'observabilité. Donc on a défini plusieurs tags ou attributs communs, donc on a un peu documenté ça, on en reparlera après, mais on a des points essentiels en fait qu'on a rendus obligatoires pour ces différents
tags. Donc là j'en ai mis quelques-uns, par exemple l'environnement, la région, le cluster, la zone, la version, et éventuellement voilà, le owner et la team. C'est important de savoir si l'applicatif a compté, à qui ça appartient, qu'ils puissent aller faire des vérifications un peu plus poussées sur leur API ou sur leur système. Donc je vous ai mis un petit exemple, on s'est beaucoup basé sur les métadonnées Kubernetes qu'on doit directement injecter dans ces attributs par défaut pour tout le monde. Un autre point important, je vous ai un peu évoqué ça, donc on avait le AXA Correlation ID. Je vous que c'est pas très standard, mais il existe déjà un standard en fait. Donc je vous ai mis le lien, là, le 3C Trace Context, donc c'est une RFC là, qui a déjà quand même pas mal de temps, sur laquelle du coup on s'est basé, qui permet du coup, parce qu'on se retrouvait avec notre AXA Correlation ID quand on travaillait avec des partenaires externes, à devoir soit utiliser leur système de traces, leur attribut en tout cas, positionner les bons attributs, parce que forcément c'était pas standard. Là, l'avantage, sur la partie Open Telemetry qui se base sur cette RFC, je vous ai mis un petit graphe. Donc il y a certains headers qui sont standards, qui ont été définis dans cette RFC, notamment le Trace ID, qui sera équivalent de notre AXA Correlation ID. Et ensuite, pour chacun des briques par lesquelles on passe, on va retrouver un couple de Parent ID et Span ID. En fait, il y a un autre header qui s'appelle Trace Parent, qui est la concaténation de toutes ces valeurs. Donc, on a une version, un Trace ID, un Parent ID, un Trace Flags. Et tout ça, en fait, ça permet de, si vous voyez dans OpenTelemetry, on a un waterfall sur les transactions qui permet de retracer un peu le passage de notre transaction. Et ça permet à tous ces outils-là de justement recréer ce graphe. Tous les outils qu'on a utilisés, nous, se basent sur cette RFC. Et donc, il est important que, peu importe la stack, peu importe la techno que vous utilisez, il faut que ça respecte cette RFC pour que, dans un système distribué, on puisse recréer facilement ce waterfall. Je vous ai aussi mentionné le bagage. C'est une notion OpenTelemetry. Je vous ai mis le lien aussi. Je pourrais vous filer les slides à la fin. Clairement, un bagage, qu'est-ce que c'est? C'est des attributs un peu plus métier. En fait, on va rajouter des attributs sur nos spans. Comme je vous ai l'exemple, par exemple, d'un contrat, la création d'un souscripteur et d'un bénéficiaire. Peut-être que dans notre span, on pourrait rajouter des attributs avec l'identifiant de la personne, l'identifiant du contrat. Et ça permet de créer des dashboards peut-être un peu plus fonctionnels, savoir que s'il y a un plantage, peut-être que c'est le dossier de telle personne qui a un problème et sur lequel il faut revenir. Comme je dis, attention, utiliser avec parcimonie. Plus on va rajouter des attributs dans l'ensemble de nos données, plus ça va faire grossir forcément les échanges réseau, tout ce qu'on aura sur ces différentes traces. Donc ce sera utile, mais attention de ne pas trop en mettre non plus. Sur la slide de POC, j'avais mis une petite notion là de agent ou SDK. En fonction des langages, nous c'est surtout des communautés de pratique qui vont un peu discuter tout ça. Il va falloir qu'on choisisse un peu la manière dont on veut instrumenter. Côté Java, on a choisi de partir sur l'agent fourni par OpenTelemetry, donc c'est un des outils qui est fourni en open source par OpenTelemetry. Et l'avantage que ça a, en fait, il va scanner un petit peu, il va se greffer à la JVM. En fait, on a un Java ou un jar avec un XAgent là, qui va être attaché à cette JVM. Et automatiquement, il va écouter tout ce qui rentre et qui sort de notre application et créer tous les spans, les traces correspondantes avec du coup tout ce qui va bien côté RFC, dont je vais parler de trace ID. Côté de .NET et Python, c'est pas le cas. Ils sont partis plus sur du SDK, donc voilà, des librairies à rajouter sur votre soft. Après, j'ai trouvé un article intéressant là, sur le blog d'OpenTelemetry. Il vous explique un peu d'ailleurs qu'est-ce qui pourrait faire balancer vos choix. Donc voilà, le choix par défaut, pour Spring Boot en tout cas, ils nous disent d'utiliser l'agent. Par contre, il y a peut-être des use cases. Par exemple, si vous faites de la compilation native, vous savez, c'est peut-être voilà, un petit peu complexe à mettre en place, en tout cas sur Spring Boot. Ou si vous considérez que voilà, vous avez l'agent qui est greffé sur la JVM, il prend forcément un overhead, on va consommer plus ou moins de CPU et mémoire. Vous considérez que voilà, ça dépasse peut-être vos SLO. On va peut-être considérer de ne pas utiliser l'agent et passer par du programmatique, du SDK directement. J'ai mis le lien, c'est intéressant ce qu'il raconte. Il faudra vraiment voir un petit peu en fonction de vos différentes communautés qu'est-ce qui est le mieux finalement pour votre langage. Nous au début on est parti sur l'auto-instrumentation et finalement quand on a des use cases qu'on rencontre sur la compilation native, là on se rend compte que c'est peut-être pas adapté et on est en train peut-être de switcher un petit peu par rapport à ça.
Et ça, pareil, je l'évoquais un petit peu. Donc c'était beau d'avoir toute notre stack technique de dispo, mais finalement il fallait penser à nos développeurs d'expérience. Donc là, je vous rappelle, on est avant le collecteur. Il y avait beaucoup de formations finalement pour indiquer qu'on avait mis en place justement cette techno, expliquer justement le bénéfice, qu'est-ce qu'elle apporte, comment il faut travailler avec. Donc j'ai mis une petite capture, nous on a un Confluence dans lequel on a un peu réparti les liens pour les différents SDK des différents langages, les liens vers les collecteurs, les documentations d'installation, d'exploitation de données. Et donc ça, que ce soit les devs ou les autres d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi des personnes dans l'équation. Mais voilà, il a fallu pas mal d'acculturation, centraliser les ressources pour aller chercher facilement l'information. Et on a pris parti pris aussi de mettre du tooling par défaut dans notre framework. Donc nous on a un Docker Compose avec un Jaeger par défaut là sur toutes nos apps qui permettent de facilement tester que ça fonctionne bien, tout cet export, et même faire de l'observabilité en local finalement avant de déployer sur nos différents environnements. Donc ça c'était la partie avant le collecteur. Là on va parler un peu du point névralgique, là, le collecteur en tant que tel, c'est là où on a eu le plus de problématiques à mettre en place. Déjà dans un premier temps, il fallait qu'on choisisse la topologie de déploiement. Donc vous avez vu sur le POC, nous on a un namespace gateway sur lequel on avait uniquement le collecteur. Donc pareil, c'est décrit dans la doc. Vraiment, ça sera un compromis sur ce que vous voulez, sur la latence, la résilience, les coûts, l'équipe qui va le maintenir. Les trois topologies, finalement, c'est sans collecteur. On exporte directement vers les backends depuis nos applicatifs. On peut utiliser le collecteur en mode agent. Alors c'est pas la même chose que le mode agent sur la partie Java par exemple, mais c'est l'applicatif qui va envoyer vers un collecteur installé au sein de son propre namespace et un collecteur centralisé. Nous, de notre côté, on est passé sur un collecteur centralisé. On trouvait que c'était plus pertinent parce qu'on avait je vous dis, 200 namespace, je pense, sur nos infras. Et l'avantage, en fait, c'est peu importe le nombre d'applicatifs qu'on a en face, tout ce qu'ils vont avoir à connaître, c'est l'endpoint du collecteur. Ce qui se passe derrière ou dedans, ça sera centralisé, on aura forcément une équipe dédiée pour gérer ce collecteur. Et derrière, même si on veut expérimenter, donc c'est ce qu'on a beaucoup fait là sur le POC, si on veut tester des branchements, des stacks, vous voyez sur la droite, il y a un peu tous les outils qu'on a testés. Par exemple, on avait une stack ELK, on ne l'a pas gardé, mais voilà, à un moment donné, on a fait un Y, et on a pu éprouver un petit peu voilà, si ELK correspondait. Et à terme, si on a besoin de changer à un moment donné d'exploitation, d'outils d'exploitation de nos données là, en fait, on n'a même pas besoin de prévenir les applications derrière. Alors, il faudra prévenir pour exploiter les liens des dashboards, etc. Mais on peut voilà, changer facilement ça, même faire du temporaire, on fait un mode Y, le temps de la bascule, on peut avoir les deux outils en parallèle. Voilà, c'est le gros avantage du mode gateway sur le collecteur. Par contre, vous allez me dire, okay, mais c'est un spot ton truc en fait, parce qu'il est central, s'il tombe, vous allez perdre toute votre observabilité. Il faudra faire du tuning fin, voilà, il faudra gérer de la volumétrie. Je vous ai parlé de 200 namespace, donc il faudra imaginer le nombre d'applications qui sont également déployées sur le namespace. Qu'est-ce qu'on fait si un exporteur tombe? Voilà, est-ce qu'on écrit sur le disque? Est-ce qu'on met en place tel letter? Dans notre POC, voilà, on n'avait pas forcément beaucoup de volumétrie, donc on a dû tester aussi en avance de phase, voilà, simuler du trafic finalement, pour éprouver un petit peu, savoir le nombre de réplicassettes qu'on doit mettre, etc. Donc ça, tout ça, ils l'ont pensé by design là, dans leur implémentation. Du coup, on va un petit peu zoomer sur ce que c'est le collecteur en tant que tel. Alors c'est écrit en Go, je dois faire du Go parce que ça m'impressionne un peu à chaque fois ce que fait les applications écrites en Go. Et le collecteur, il est aussi séparé en trois grandes portions. Vous allez voir la partie receiver tout à gauche. On a l'équivalent exporteur. Donc, le receiver, ça va être tout ce qui va être endpoint qui va récupérer la donnée. Vous en voyez trois différents. Donc on a un OTLP. Donc, OTLP, c'est le protocole qui a été défini par OpenTelemetry, qui s'appuie sur un modèle aussi normé de leur côté. Et l'OTLP, c'est le receiver par défaut qu'on va mettre en place pour recevoir les données d'observabilité.
Vous voyez du Jaeger, du Prometheus, en fait c'est OpenTelemetry, il n'était pas forcément pignon sur rue tout de suite, il a fallu qu'il y avait des outils existants, je pense voilà, Jaeger, Zipkin, Prometheus qui était là aussi depuis longtemps, ils ont créé en fait des receivers spécifiques à chacun des backends, chacun des langages, des modèles de chacun de ces outils, pour le transformer en OTLP. Donc c'est de moins en moins utile parce que tout le monde se met à OTLP par défaut. Mais voilà, sachez que ça existe, ça permet aussi de faire des migrations un peu plus en douceur quand on a déjà des systèmes de monitoring existants. Et du coup, j'ai couplé ça avec l'exporteur parce que c'est la même chose. On va avoir un format OTLP en sortie et des exporteurs spécifiques par brique applicative. Donc on trouve la même chose à chaque fois. Et au milieu, alors on va voir les extensions, ça on en parlera un petit peu après, et surtout les processeurs. En gros, les processeurs, c'est tout ce qu'on va vouloir appliquer sur chacune des types de data qui va passer par notre collecteur. Ça peut être du filtre, ça peut être du batch. Je vais revenir sur quelques exemples après, mais c'est là où il va falloir un peu fine-tuner pour que le collecteur il soit performant. Et bah, on va revenir un peu après sur certains exemples. Je reparle un peu du SPOF, le sampling, pareil, c'est documenté aussi, c'est bien expliqué sur OpenTel. Ça va être votre ami en fait, c'est ce qui va permettre de réduire la charge un peu automatiquement de tout ce qui va passer par votre collecteur et vos backends derrière. Il y a deux types de sampling, donc il y a le sampling head qui permet de dropper une partie des datas qui arrivent directement dans le collecteur. Pourquoi on met du sampling? Finalement, bah, on va peut-être pas tout monitorer par défaut. Pour voir, bon, si on prend la prod, si on voit le CPU, la mémoire augmenter, on n'a peut-être pas besoin d'avoir des datas toutes les secondes. Déjà, il faut voir un peu le taux de rafraîchissement, mais peut-être qu'on ne va pas avoir besoin de tout pour détecter des problèmes. Et ce qu'il conseille là, côté OpenTelemetry, c'est de mettre au moins entre 1 et 10% finalement de sampling sur vos datas. Ça permet un peu de faire souffler le collecteur. Vous n'aurez pas forcément le même besoin en production et en développement. Peut-être être un peu plus agressif en dev et donner la main justement aux devs, aux ops pour changer un peu ce sampling. Mais voilà, il faut voir cet aspect-là. Et sur le sampler en tant que tel, sur le mode de fonctionnement, ce qu'on pourrait se dire, mince, il va supprimer des traces dont j'ai besoin. Alors déjà, il va s'appuyer sur le trace ID, sur la partie sampling, pour finalement dropper l'ensemble des data points d'une même trace. Donc on n'aura pas des traces avec des trous dans la raquette. C'est soit on supprime tout ce qui est la même trace, soit on la garde. Et pareil, si vous considérez que vous avez une application critique vous ne voulez pas avoir de sampling, en fait, vous ne voulez pas dropper certaines data, il y a une adaptation là, donc je l'ai mis ici là, le sampling.priority, qui peut me dire, pour mon applicatif, je ne veux pas que tu supprimes quoi que ce soit. Donc ça permet un peu de tuner un peu plus finement en fonction de la criticité de votre système, si vous voulez garder des données ou pas. Donc là, on va un peu rentrer dans le dur. J'ai mis quelques configurations, mais ça fait peur, mais c'est pas. Je vais vous expliquer rapidement chacune d'entre elles. Une importance, ce sera le memory limiter. Lui, c'est un processeur qui est fourni aussi par défaut. Je sais que je ne l'ai pas dit. OpenTelemetry, il fournit pas mal de processeurs par défaut dans le collecteur. Et on les active via des configurations YAML. Voilà, toute la configuration, que ce soit des receivers, des exporteurs ou des processeurs, ils sont faits via YAML. J'en reparlerai un petit peu aussi après. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va s'assurer, donc on a un check interval qui va toutes les secondes tourner et qui va vérifier que la consommation en mémoire de notre pod elle ne dépasse pas 50%. Donc ça, c'est ce que dit notre limit percentage. Et ça va forcer le passage du GC de Go en fait, ce qui va permettre de réduire la mémoire et supprimer toutes les données qui sont plus utilisées, qui ont été exportées. Il peut y avoir des pics d'utilisation sur votre collecteur, donc il y a une deuxième métrique, une deuxième attribut qui est spike limit percentage, qui va pouvoir rajouter 30% aux 50% initiaux du limit percentage. Donc en cas de pic d'utilisation, le check interval qu'on voit sur le memory limiter, il va pouvoir, s'il considère qu'on est en pic de charge, il va monter jusqu'à 80% d'utilisation avant de forcer le passage du GC, parce qu'on sait que ça peut consommer pas mal de CPU de faire passer le GC. Donc voilà, ça c'est un processeur qu'on a pas mal tuné sur les valeurs, qui nous a bien servi pour gérer toute la charge qui passe par notre collecteur.
Le deuxième, c'est le batch. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un buffer en fait. C'est une valeur, donc c'est 1024. Il y en aura un différent par type de données, donc métriques, logs et traces. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il met dans le buffer 1024 jusqu'à 1024 données, data points, peu importe. Et toutes les secondes, il va envoyer ça aux exporteurs. Si il remplit ce 1024 avant la seconde, avant le timeout, il va envoyer ce qu'il a dans le buffer. Non, excuse-moi. S'il remplit le buffer avant une seconde, il va l'envoyer. Si au bout d'une seconde, il n'a pas rempli, il va envoyer ce qu'il a réussi à mettre dans son buffer. Donc pareil, ça va être important pour gérer un petit peu plus la charge qui est envoyée vers nos backends. Le problématique sampler, c'est le sampling, ce que je vous ai expliqué, avec la valeur par défaut de 10, là, c'est ce que je vous ai dit. Et celui-là, le tail sampling, comme son nom l'indique, c'est celui qui va supprimer des data points après avoir constitué toute la trace. Et si on revient un petit peu sur la conf, donc il va se baser sur un attribut url.pass dans nos différents spans. Il va vérifier les valeurs, donc c'est les endpoints finalement, on va voir, il y a du /else, du /actuator, /metrics, donc c'est tous les endpoints qui ne sont pas forcément utiles pour analyser une trace ou qu'on n'a pas forcément besoin de remonter. Et là il va supprimer, en fait, il va les développer avant de les envoyer vers nos backends. Donc il va tester la valeur de l'URL, si c'est du probs, du else ou du favicon, il va les supprimer parce que c'est pas nécessaire. Les deux derniers, c'est lié à ce que je vous ai dit sur les modèles différents, sur les différents systèmes. Le premier, c'était quand Prometheus n'était pas encore compatible au TLP à 100%, on avait des petits problèmes sur les labels, sur certains data metrics de la JVM, donc on a dû réécrire certains libellés. Et le deuxième, c'est quand Loki n'était pas encore prêt aussi, le service name, c'était dans une autre clé. Donc ça permettait d'attraper finalement à la volée tous les spams qui passaient et changer des valeurs. Donc ça, il faut faire attention, justement, c'est ce qui peut prendre un peu plus de ressources au collecteur. Mais au final, nous, on n'en a plus besoin quand on est passé sur du TLP pur, et c'est un aspect important à voir aussi. Et ensuite, donc je vous ai parlé de conf.yaml, où on décrit un peu nos ingesteurs, nos exporteurs et nos processeurs. En fait, on va avoir une partie service, qui vont faire deux choses. Ils vont activer des extensions. Donc le premier, là, le health check, ça va rajouter les probes Kubernetes pour savoir si votre pod du collecteur est bien code. Donc ça, c'est important pour le cluster, savoir si votre collecteur va bien. Et la partie télémétrie, ça va permettre d'exposer un endpoint pour le Prometheus. Donc par ça, j'en parlais un tout petit peu après. Et la deuxième partie, c'est les pipelines. C'est là-dedans que pour vos trois types de données, donc les traces, les métriques et les logs, vous allez configurer finalement par quoi ça passe. Donc le receiver, le processeur ou les processeurs que vous voulez appeler. Là par exemple j'en ai deux pour la partie logs. Et le nombre d'exporteurs associés en face. Donc c'est là que vous allez configurer votre Y aussi pour savoir vers quel outil vous allez exporter vos données. Et en plus, vous faites ça par type de données. Vous pouvez aller assez finement mettre des processeurs ou des exporteurs que sur certains types de données. Je reviens vite fait sur les mémoires CPU. J'ai déjà évoqué par rapport à l'explication sur les processeurs. S'il est mal configuré, donc il consomme beaucoup de mémoire. Voilà, on parle encore du sampling, là, des files d'attente, il faut faire attention à cette partie-là. On était sur Kubernetes, donc on a utilisé des répliques assets, donc on a benchmarké un petit peu nos collecteurs avant de pouvoir voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Donc on est parti sur 3 répliques assets pour l'instant. Et on est en train d'étudier pour mettre en place des HPA, donc Horizontal Pod Autoscaler, qui permet un peu de rajouter, faire de horizontal scaling, de rajouter des instances quand on voit que le collecteur il commence à être un peu sous. Et le Go Memory Limiter, là, il y a une variable d'environnement, je vous ai mis le lien dans la doc, c'est important de la positionner parce que le pourcentage qui va être calculé dans le processeur va s'appuyer sur cette variable d'environnement. Donc il est important de bien le configurer en fonction des limites et des ressources que vous avez mis sur votre collecteur Go. Sur le collecteur. Je vous ai parlé vite fait d'une extension, donc le télémétrie. Alors d'habitude les coordonnées c'est les plus mal chaussées. Là finalement, comme télémétrie, ils ont fait l'inverse. Ils se sont dit c'est central, donc il faut qu'on observe notre collecteur aussi. On parlait du scrap vers Prometheus et ils mettent par défaut, ils nous proposent des beaux dashboards. Je ne vais pas aller dans le détail, il fait un peu peur, mais on voit qu'on a les receivers avec le span rate de chacun des data points.
les processeurs, le nombre de data qui passe, les spans, on a les batchs, donc j'ai parlé du batching, c'est là qu'on voit un petit peu le nombre de batchs qui sont envoyés vers nos exporteurs, la partie exporteur, le memory, on a même un petit graphe à la fin. En fait, automatiquement, il arrive à voir un petit peu la chaîne de processeurs et d'exporteurs, et il nous sort un petit graphe de savoir par quel chemin ça passe au niveau de notre collecteur. Donc c'est pas mal comme dashboard, il est très complet. Je vous ai dit qu'au niveau du collecteur, c'était du YAML, c'est des confs YAML essentiellement. Et forcément, voilà, c'est du manifeste cube pour les déploiements. Donc nous, on est parti sur du stockage Git, on fait du GitOps avec Flux de Mozilla, qui permet de juste définir notre configuration dans notre repo. Et du coup, Flux va appliquer ça sur nos différents namespaces que je vous ai montré tout à l'heure. On a utilisé Helm pour faciliter justement la création des premiers manifestes. En plus, comme ça bouge assez souvent OpenTelemetry, surtout le collecteur, voilà, il faut le mettre à jour souvent, donc on s'appuie sur Helm pour faciliter un peu la maintenance sur le long terme. Et je voulais vous partager un petit outil que j'ai trouvé là, qui s'appelle Hotel Bean. En gros, on va repositionner toute la configuration YAML dont je vous ai parlé juste avant. Et ce qu'il va faire, il va représenter graphiquement les différentes pipelines avec les différents types. Donc on voit qu'on a du logs, et ça aide un peu visuellement finalement à voir qu'on passe bien par les processeurs qu'on veut et qu'on n'a pas de processeurs orphelins aussi, ou de nœuds orphelins qui sont déclarés dans notre collecteur. Donc c'est un petit outil qu'on démarre qui est sympa. Donc ça c'est tout pour la partie collecteur pur. Maintenant qu'on a tout ça, qu'on arrive à faire passer nos data, il va falloir voir ce qu'on passe après, ce qui se passe après le collecteur. Donc déjà, voilà, je vous ai montré sur la partie POC ce qu'on a mis en place là, sur la Grafana Stack. Il faut un peu aller voir sur la CNCF Landscape. Je pense que je ne prends rien, mais il y a pléthore de solutions. Donc il faut un petit peu s'y retrouver sur quel outil on utilise, quel outil gère quoi aussi, parce qu'il y a des outils qui ne gèrent pas forcément les trois types de données. Donc, par exemple, pour Prometheus, là, il ne gère que les métriques. Donc voilà, au début, on a dû un peu nager là-dedans pour voir un peu qu'est-ce qu'on voulait utiliser. Finalement, on est parti sur une stack qui était facilement à mettre en place chez nous. C'est des outils open source. Vous pouvez facilement les installer sur Kubernetes. Mais voilà, il faudra voir chez vous, pareil si vous avez l'existant ou pas. Il faudra réfléchir à l'attention et à l'optimisation des coûts. En fonction des types de données, on est parti, par exemple, sur les métriques, on est parti sur du long terme. C'est ce qu'on va exploiter le plus souvent. Les traces, il peut y en avoir un certain nombre, donc on est parti sur du moyen terme. Enfin, je dis court terme, c'est du moyen terme avec l'archivage, parce que peut-être qu'on veut récupérer des traces un peu plus vieilles, donc on a de l'archivage en place. Et sur les logs, il y en a quand même une grosse volumétrie, donc on est parti sur du court terme. Et c'est beaucoup de points d'entrée des devs pour aller voir les différents logs de leur application. Donc on a mis l'indexation en place aussi pour faciliter la partie exploitation de la donnée. On est parti du coup sur du blob storage aussi, ça je vais vous montrer dans le POC. On a déporté ça sur du blob storage, ça peut être sur du S3, peu importe. Et ça répond à notre problématique de disaster recovery et de chaîne d'appel, comme je l'ai dit, d'actif-actif sur les 2G. Sur la partie, alors ça c'est essentiellement logs, mais on a forcément la SSI chez nous qui va venir nous voir. Donc il y aura des règles à appliquer, donc RGPD, Data Residency. Il faudra masquer certaines données personnelles, donc je pense que tout le monde a un peu la même problématique. Donc il faudra auditer les logs, et ça se fait au niveau de la chaîne, ça peut être des bonnes pratiques au niveau dev. Je sais qu'au niveau collecteur, on a rajouté du filtre, ou du masquage plutôt, basé sur des regex. Alors il faut faire attention aussi à la charge qui va augmenter par rapport à ça, mais c'est possible. Et après les outils d'exploitation, ils ont souvent des choses d'obfuscation ou des choses qu'ils utilisent déjà, donc il faudra bien regarder cette partie. Et une fois que vous avez tout ça en place, il faudra exploiter vos données. Par défaut, on pourra faire de la corrélation, ça dépend des outils, mais on pourra faire de la corrélation entre les traces et logs et les métriques pour faciliter un peu l'analyse de toutes ces problématiques. Il faudra mettre des dashboards en face forcément, même s'il y en a qui sont mis par défaut dans certains outils. Il faudra définir des SLO, mettre en place des percentiles, voilà, des taux d'erreur, de l'alerting aussi surtout. Il faut exploiter la donnée, sinon ça ne sert pas à grand chose d'avoir mis tout ça en place.
Tout ça, c'était la partie technique pure. Mais maintenant, il y a, en dehors de la partie technique, la petite slide, là, le petit split screen, c'est le formulaire A38, pour ceux qui ont la ref, de chez Astérix, voilà, où ils doivent un peu galérer avec l'administratif. C'est un peu ce qu'on a fait nous de notre côté. Notre DSI, votre DSI, peu importe, elle a forcément un historique. Mais il faudra prouver que OpenTelemetry, finalement, c'est peut-être la solution qu'il vous faut. Il faudra passer dans les gouvernances techniques, c'est ce qu'on a fait nous, il faudra qu'on explique. Je l'ai dit, il faudra faire beaucoup d'acculturation sur toutes les populations. Peut-être que vous avez déjà une équipe de suivi de prod en place. Ils ont déjà des outils, donc il ne faut pas leur faire peur par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, une des questions qu'on a souvent, c'est du coup, alors OpenTelemetry, ça va remplacer Dynatrace, Kibana, l'outil que j'ai en ce moment. Et finalement, c'est mal compris en fait, OpenTelemetry, parce qu'il est un peu au cœur de l'architecture, on le voit. Il n'est pas visible, parce que lui, il fait juste transiter de la donnée. Ce qu'il apporte surtout, c'est justement de pouvoir communiquer avec tous ces outils, comme je disais, de manière en Y, donc voilà, faire plusieurs backends en même temps, pour exploiter la donnée à différents endroits. Et c'est ça qu'il fallait expliquer, qu'il fallait prouver. Mais finalement, quand on voit, on est un peu gagnant-gagnant finalement. Parce que de plus en plus de vendors, que ce soit open source ou payant, sont natifs, complémentent avec OpenTelemetry nativement. Donc la liste, elle s'allonge de jour en jour. C'est pas forcément vrai il y a 2-3 ans, maintenant c'est le cas pour quasiment tout le monde. Et gagnant-gagnant, pourquoi? Parce que si on est passé sur OpenTelemetry, peut-être qu'on peut switcher plus facilement de vendeur derrière, d'exploitation de données, payer une licence. On sait que tout ce qu'on a au milieu, ça ne va pas être perdu. On pourra brancher un peu sur n'importe quelle exploitation en face. Et les solutions du marché, en fait, ils vont se concentrer sur la partie exploitation de ces données, justement, mise en place de dashboard, proposer des services autour de ça. Et ils ont pu se soucier du modèle de données, du protocole d'échange. Et voilà, c'est vraiment le gros avantage qu'on a avec OpenTelemetry. Il y a un petit travers, entre guillemets, avec le Green IT. Forcément, on va avoir une grosse volumétrie de données qui va transiter via nos réseaux. Après, avec les systèmes de monitoring en place, je pense que c'était déjà le cas. Mais ça va quand même dans le bon sens. On a du sampling qui est votre ami. On centralise, en tout cas dans notre mode, on centralise le collecteur dans une gateway. On n'embarque pas chacun notre propre solution. Voilà, ça permet quand même de réduire un peu la charge. Donc voilà, si on ne va pas sur OpenTelemetry, je pense que voilà, on n'est pas sur le standard de facto, on est obligé d'avoir du spécifique. Il faudra bien tester la charge. Voilà, il faudra s'assurer d'avoir une équipe aussi de maintenance, des core-teams qui permet de voir un petit peu l'état en prod. Et il faudra faire beaucoup d'acculturation, que ce soit pour les devs, les ops ou toutes les populations finalement. Et voilà, j'espère que je vous ai convaincu et nous on est passé, on en est content en tout cas. Et voilà, c'est la fin pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez les slides sur la droite pour ceux que ça intéresse, et du coup un petit feedback si ma première réalisée. Merci beaucoup. On a 5 minutes pour les questions, donc il y a un micro là-bas, ici. Sur votre gateway de collecte d'hôtel, est-ce que vous avez réussi à gérer load balancing à partir des connexions gRPC ou HTTP et avec des agents? C'est directement géré par Cube. On a fait les 3 réplicas sets avec on est passé par le service par contre. On n'a pas fait d'ingress parce qu'on fait du cluster à cluster. Et ça le gère plutôt bien, on a vu que ça répartissait bien la charge, donc on n'a pas été chercher plus loin pour l'instant. Vous êtes passé par les services Cube sur du HTTP du coup? On est passé en gRPC aussi et ça le gère aussi. Okay. Parce que finalement tu ouvres du TCP sur un port donné, mais les deux, que ce soit HTTP ou gRPC, ça passe par le même port. On a vu l'activité de gRPC maintenant les connexions mondiales. Le gRPC plutôt que client-side balancing. Donc le tool doit être vraiment dans tous les services qui peuvent jouer. Et comme il maintient les connexions avec les chiffres, c'est bien pour l'INIC parce que ça fait des petites enveloppes de données. Et du coup ça maintient les connexions et le gros problème de répartition de charge.
dû mettre un MVOL en fait, devant pour gérer cette répartition. Tu as parlé un petit peu de la standardisation des attributs et du nom de service. Est-ce que vous avez essayé de respecter les standards déjà définis par la communauté sur les Semantic Conventions? Et est-ce que vous avez essayé de les étendre en interne? Alors, pour l'instant, on s'est basé tu vois, sur nous, l'agent. Donc, par défaut, toutes les Semantic Conventions, il les applique par défaut. On n'a pas fait de custom, en tout cas, on n'a pas eu besoin pour l'instant, comme on démarre. Mais ça respecte, comme on a été voir chacune des COP finalement pour qu'ils utilisent soit des SDK, soit des agents fournis par OpenTelemetry, on arrive à garder un truc homogène et à respecter ça. Sur les Semantic Conventions, je rebondis sur la question de Max. Il y a un projet qui s'appelle Weba, qui est super intéressant et qu'on a testé. En fait, on définit nos propres Semantic Conventions, ça génère des librairies qu'on peut aller incorporer, donc on va chercher dans le code les constantes. Et du coup, ça permet d'étendre progressivement un peu dans toutes les librairies, Python, Java, etc. De dire, bah voilà, ma convention pour un store ID, un country ID, c'est ça. Le développeur vient juste chercher la constante. Et c'est extrêmement pratique dans l'avenir du projet, ça peut être intéressant justement. De mettre ça en place. Un mois, c'est un autre. Merci beaucoup. Prochain vote dans 10 minutes. Merci.